Bonjour à tous, je suis Charlotte Molmy, la coordinatrice Espasie, et je suis ravie de vous accueillir pour notre second webinaire. Donc, durant toute la séance, je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros coupés. N'ayez crainte, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat avec la petite bulle conversée qui est en bas de votre écran. Voilà, donc je vais laisser la parole à José qui va vous présenter le déroulement de la séance. Alors, bonjour à tous, je suis José Moreno, je suis kinésithérapeute à Évry, membre du réseau RKBE, d'Espace Vie et du réseau Récupère. Et donc là, on va essayer de vous présenter en 45 minutes le réseau, le dispositif en fait réadaptation 91 Covid-19 qui s'est mis en place mi-mars avec l'ensemble des acteurs, des partenaires dont j'ai cité tout à l'heure, Récupère, RKBE, Espace Vie et aussi Entracte qui nous permet notamment l'inclusion des patients. Donc, on va avoir 45 minutes, 5 minutes de présentation un petit peu sur différents items en fait, du dispositif. Vous pourrez poser vos questions pendant l'intervention sur le côté en écrivant tout simplement sur le chat et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation complète du dispositif par l'ensemble des participants. Voilà, écoute, je vais donner la parole à Agnès Belloc, qui est pneumologue, et qui va démarrer un petit peu la présentation de ce dispositif. Okay, bonjour à tous et merci. Alors, je vais essayer de partager mon diaporama en espérant que vous le voyez. Voilà. Merci à Espace Vie, à RKBE d'avoir été en interaction relativement tôt avec le réseau Récupère pour organiser justement, tenter de proposer en tout cas une prise en charge à la sortie d'hospitalisation des personnes atteintes par le virus. Et moi, je vais justement être en introduction pour aborder la nécessité d'avoir un regard global par rapport aux personnes atteintes. Ce regard global, en fait, il est déjà mené par le réseau Récupère. C'est un réseau qui est financé par l'ARS Île-de-France depuis 2005, donc il a plus de 15 ans d'existence, et qui coordonne des programmes de réhabilitation, de réadaptation respiratoire pour les personnes en fait, qui sont atteintes de maladies chroniques, maladies respiratoires chroniques, principalement la BPCO. Et ces personnes, si elles sont gênées dans leur quotidien, peuvent aspirer à suivre un programme de réadaptation. Cette réadaptation respiratoire, c'est une approche donc globale, comme j'ai déjà dit, éducative et multidisciplinaire. Interviennent auprès du patient des kinésithérapeutes et éventuellement des diététiciens, diététiciennes et des psychologues. Et ce, de façon adaptée en fonction du déficit de la personne et des besoins de la personne et des souhaits de la personne. Donc, ça nécessite au départ un bilan physique, notamment avec un test d'effort, mais aussi un bilan du ressenti. Et voilà, ces programmes sont, ces programmes sont réalisés soit en hospitalisation, dans des services de soins de suite quand les gens sont sévères, soit en ambulatoire, dans des structures d'hôpitaux de jour ou avec des professionnels de ville, et c'est comme ça que fonctionne Récupère. Je passe assez rapidement. Cette réadaptation respiratoire, elle a montré des preuves d'efficacité importantes sur la sensation respiratoire. Ça diminue la gêne respiratoire, ça améliore les capacités physiques, la qualité de vie. Tout ça a été prouvé largement depuis maintenant une quinzaine d'années. Et notamment aussi, il y a un effet médico-économique de cette réadaptation, puisque quand les gens ont été hospitalisés pour une exacerbation sévère, eh bien, elle diminue les risques de réhospitalisation et même de la mortalité. Donc, autant ça intéresse évidemment nos financeurs, et c'est pour ça que ces programmes maintenant et qu'il y a eu même une reconnaissance par la création d'un acte kiné spécifique pour cette réadaptation. Voilà. Donc la pertinence, évidemment, elle est assez logique parce que Récupère, RKBE se positionne par rapport à l'accompagnement des personnes atteintes de Covid en sortie d'hospitalisation. Très rapidement, vous savez que les formes sévères de Covid
eh bien, elles vont toucher, ça va être la sphère pulmonaire qui va être touchée de façon prédominante et qui va déterminer la sévérité de la maladie avec éventuellement un passage en réanimation, voire un décès. 2 atteintes sont décrites au niveau pulmonaire. Vous avez pu peut-être en entendre parler. D'une part, ce fameux SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est dû en fait non pas tant à l'atteinte du virus, mais à la réaction de l'organisme très importante, inflammatoire, et qui va toucher les alvéoles qui sont symbolisées là, par le petit schéma. Mais les réanimateurs ont été très surpris dès le départ de constater aussi qu'il y avait une atteinte des vaisseaux du poumon, des embolies pulmonaires en fait. Et d'ailleurs, le premier patient qui a été hospitalisé à Pitié, ce professeur de Creil, a été atteint est mort d'une embolie pulmonaire en fait. Et donc, de ce fait, soit par l'atteinte SDRA qui va entraîner une noyade en fait, de l'alvéole, un comblement alvéolaire, soit du fait que les vaisseaux se bouchent, eh bien, il va y avoir un problème d'oxygénation du sang. Le poumon ne remplit plus sa fonction et nécessité d'une oxygénation souvent à fort débit, voire même d'une ventilation artificielle, avec pause si elle est prolongée d'une trachéotomie, voire même dans certaines réanimations, la pause d'une oxygénation extracorporelle qu'on appelle aussi ECMO. Les séquelles, si on parle maintenant justement du patient qui va sortir de cette réanimation éventuellement et retourner à domicile sans être nécessairement passé par la réanimation, en tout cas, il va y avoir des séquelles pulmonaires. Donc, pour ceux qui ont été ventilés, il va falloir se sevrer de ces appareils, et ça se fait souvent en soins de suite, en service de soins de suite et de réadaptation. Et puis aussi, vous verrez probablement retour à domicile, il peut y avoir encore des patients qui nécessitent de l'oxygénothérapie avec la difficulté de les sevrer et la difficulté qu'ont les kinés aussi qui vont faire travailler ces patients à domicile, comme ils augmentent leur consommation d'oxygène, les patients, quand on les fait travailler, de bien adapter le niveau d'oxygène. Mais ça, Tarek reviendra sur cet aspect des kinésithérapeutes. D'autre part, il y a évidemment des séquelles de la réanimation qu'on est habitué à voir, mais là qui semblent, pour ceux qui témoignent de ça, qui ont en charge ces patients en sortie de réanimation, ça semble plus grave que d'habitude parce que d'abord les séjours ont été souvent longs, de 3 à 4 semaines, et on observe une perte musculaire, une perte de poids importante, et surtout au niveau de la masse musculaire, et puis des retentissements, comme vous pouvez vous en douter, psychologiques, qui sont décrits suite à des séjours en réanimation, mais qui ont été aggravés par le contexte. On peut s'en douter, je vais y revenir tout à l'heure. Et l'isolement aussi, l'impossibilité de voir les familles, alors que maintenant, il est courant qu'en réanimation, on fait vraiment rentrer et intervenir les familles. Et là, on n'a pas pu, malheureusement. Donc, la prise en charge quand le patient revient à domicile, on peut présenter ça sous forme de 3 volets. La désadaptation fonctionnelle, de par la fatigue, la dyspnée, donc il va y avoir une récupération musculaire nécessaire. Le déficit pondéral, il va falloir être très vigilant pour que la personne se renourrisse correctement. Et puis ce fameux stress post-traumatique. Donc, du coup, et je vais passer très rapidement sur les 2 premiers aspects parce qu'ils vont être détaillés par les kinésithérapeutes et par la diététicienne. Une prise en charge par un kinésithérapeute qui peut se faire selon différents modes, peut-être au départ à domicile, puis petit à petit on évoluera peut-être vers le cabinet. Ce problème d'oxygénation, à faire attention. Et le but, en fait, c'est que la personne regagne son autonomie, reprenne ses activités habituelles, et notamment s'il travaille, son travail. La rénutrition, Lauriane, la diététicienne, va bien détailler cet aspect-là, et il y a un contexte particulier, des difficultés particulières, notamment, donc je ne détaille pas parce que Lauriane va le détailler. Et le stress post-traumatique, donc avec une nécessité, et ça ne sera pas toujours, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça, d'un soutien psychothérapique, de psychothérapie, et par consultation ou téléconsultation au départ. Et ça se fait vraiment en fonction des besoins de la personne, l'expression de ses difficultés. Voilà. Et vous vous doutez que ces 3 personnes, kinésithérapeute, diététicienne et psychologue, doivent interagir. Si un patient est en pleurs, c'est évident que ça sera difficile de lui donner des conseils alimentaires ou de le rééduquer. Si on ne tient pas compte de l'alimentation,
le travail du kiné ne sera pas optimisé pour la reprise musculaire, etc., etc. Donc vraiment une nécessité d'interaction de ces 3 personnes, souvent nécessaire à une bonne récupération pour le patient. Suite à cette présentation un peu générale des acteurs qui sont importants dans la récupération, je voulais m'appesantir sur le retentissement psychologique. En effet, c'est difficile quand on n'a pas connu, quand on ne travaille pas, ou quand on n'a pas connu même de proches en réanimation, ce qui est parfaitement souhaitable, de savoir ce qui s'y passe. Et je vais livrer le témoignage de psychologues de pitié, Irina Gourionov et Caroline Didier, qui nous ont fait part au groupe de psychologues de récupère de ces aspects. D'abord, il faut souligner que les parcours des patients en hospitalisation étaient multiples et chaotiques. D'abord, avant l'hospitalisation, il faut bien cerner que le fait, souvent le patient a été en défaut d'écoute de ses symptômes ou de prise en charge par les soignants, parce que du fait de la crise sanitaire, on a fermé les cabinets. Donc le patient pouvait appeler le SAMU, mais parfois la ligne était totalement embouteillée, c'était difficile. Donc ça a pu générer un peu de colère. Est-ce que je n'ai pas été pris trop tard en charge? Ensuite, lors de l'hospitalisation, là aussi, il y a eu des choses très différentes selon le patient. Parfois, il est arrivé directement par les urgences. Il a pu repartir à domicile, repasser par les urgences. Voire parfois, c'est un patient qui a été directement en réanimation amené par le SAMU. Ensuite, de fait de la tension hospitalière, de l'ouverture de nouvelles unités Covid, le patient a pu passer dans différents services, différents hôpitaux. Et on m'a témoigné de patients qui sont réveillés en réanimation, des patients franciliens, qui sont réveillés en réanimation à Brest. Vous voyez comment ça peut être perturbant pour eux. Et puis aussi, il y a eu des phases d'aggravation brutale. Ça, c'était caractéristique de la maladie. Parfois, le patient s'améliorait et se réaggravait. Tout ça peut être évidemment, vous imaginez le vécu, le retentissement sur le psychologique, sur la psychologie du patient. Grossièrement, quand même, on peut décrire 2 parcours. Des patients qui n'ont pas été en réanimation et qui ont du coup été conscientes de toute la situation. Et avec une prédominance de troubles respiratoires, avec cette peur, cette épée de Damoclès que ça s'aggrave brutalement, qu'on passe en réanimation. Donc ça, c'est difficile, évidemment, à vivre. Cette fatigue extrême que même des gens qui ne sont pas passés par l'hôpital ont pu vous témoigner, ont pu témoigner de ça. Et puis ce contexte de contagiosité qui a éloigné même les soignants, ils devaient s'équiper, faire très attention, les proches, il n'y a pas eu de visite de famille, tout ça est un contexte très anxiogène pour la personne. Et puis en plus, pour peu qu'on ait regardé les médias, le contexte anxiogène de la crise sanitaire mondiale. Ensuite, pour les patients qui ont été les plus sévères, qui ont été en réanimation, ça a été souvent des parcours longs, avec des complications propres à la réanimation, des surinfections, des saignements, des traitements difficiles à équilibrer. Et les soignants ont dû s'adapter, ont dû apprendre à connaître cette maladie. Donc tout ça est difficile. Et évidemment, le patient n'a pas forcément assisté à tout ça. Après, on peut discuter, mais ils ont surtout été mis en coma du fait de la nécessité de les ventiler. Donc, ça a été une sédation par différentes drogues. Et certaines drogues, en elles-mêmes, ont pu entraîner des perturbations psychologiques, des hallucinations, de l'anxiété, des troubles de l'humeur. Bref, donc on se doute qu'il y a un vécu traumatisant de ce séjour de réanimation avec plus ou moins de souvenirs pour le patient. Le retour de la conscience, il a été difficile, avec souvent des phases d'agitation psychique, motrice, nécessitant pour les soignants d'établir une contention. Et donc, cette contention, évidemment, pour pas que le patient se blesse ou se mette en danger en arrachant son oxygène, sa perfusion. Et ça a pu être ressenti comme une position autoritaire, voire de la maltraitance par les soignants, par la personne. Donc, c'est assez chargé, mais il y a pas mal de choses à livrer comme témoignage. La sortie de réanimation, donc quand les patients vont dans un autre service, en fait, il va falloir qu'ils se réapproprient leur corps. C'est une période qui est marquée par une hypersensibilité. Tous les médecins que j'ai eus ou les soignants ont dit que c'était des patients très souvent en pleurs, qui ont eu la conscience d'avoir été proches de la mort, donc très lourds à porter, des troubles du sommeil quasi constants et souvent une prescription d'anxiolytiques. Parfois, l'expression d'avoir été agressé par les soignants. Il y a des gens qui pensent avoir vécu une prise d'otage ou un viol, qui témoignent de ça. Et alors, évidemment, c'est réel, mais voilà.
une dépendance, une forte dépendance corporelle lors de la toilette, sans possibilité, des gens qui peuvent quasiment plus bouger leur corps en sortie de réa, sans possibilité d'exprimer forcément son consentement. Donc il y a une souffrance d'être passif, d'être dépendant de façon extrême. Les gens disent « je suis prisonnier de mon corps ». Et la réadaptation peut être vécue comme une deuxième naissance. Parfois, il y a une dissociation. C'est-à-dire que les gens ont, entre le physique et le ressenti, les gens ont envie de sortir, de retourner à domicile comme une urgence pour eux, alors qu'ils sont incapables de tenir debout. Donc, bon, il faut qu'ils connectent, qu'ils reconnectent leur corps, la sensation. Les difficultés à mettre des mots sur les troubles qui étaient jusqu'alors inconnus, des gens qui étaient en pleine santé, tout d'un coup, ils se retrouvent en difficulté respiratoire, en faiblesse extrême, et ils ne reconnaissent plus leur corps. Hein. La respiration, c'était un acte inconscient avant. Ils pouvaient essouffler quand ils faisaient un effort important, mais pas au moindre effort. Et il y a beaucoup de questions quand ils arrivent à sortir du choc de cette période sur la capacité de récupération de leur corps. Est-ce que je vais revenir comme avant? Est-ce que je ne vais pas rester comme ça? Est-ce que je vais vraiment guérir de ce foutu virus? Est-ce que j'aurai la possibilité, pour les patients les plus jeunes notamment, de reprendre mon emploi? Ils remettent même en question leur emploi. Est-ce que vraiment ça avait un sens, mon emploi d'avant? C'est beaucoup de questionnements qui peuvent être douloureux. La moyenne d'âge, justement, des gens, elle est souvent plus jeune que celle qu'on a habituellement en réanimation, hein, avec ces sujets qui étaient en pleine santé antérieurement. Et donc, du coup, pour eux, cette histoire n'a aucun sens. Ils se sont retrouvés catapultés comme ça dans une histoire médicale très lourde. Donc, ils ont du mal à joindre les deux bouts, quoi, finalement. Et donc, il y a une importance de les aider à faire la différence entre ce qui a été réellement vécu et ce qui n'a pas été vécu. Parce que justement, ils ont parfois, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ont des souvenirs faux, des hallucinations, je vous ai parlé, tout ça. Et donc, il y a un rôle très important des proches, de la famille, lors de la remise en lien avec eux, parce que, en fait, la parole de la famille va être beaucoup plus crue que celle des soignants. Faut être assez humble en tant que soignant là-dessus. C'est pour ça que c'est important de travailler avec la famille. Et il y a un contexte familial qui n'est pas forcément évident, qui peut être complexe. D'abord, il peut y avoir des conflits antérieurs qui réapparaissent. Hein. Ça, on le sait tous. La famille, elle peut être éclatée, encore du fait du confinement, même du fait de la sortie du confinement va être progressive. La famille peut être anxieuse de ce retour à domicile, une personne qui est dépendante physiquement, qui a un stress post-traumatique qui n'est pas facile à gérer. Et puis, vous savez tous, vous avez entendu parler de ces clusters familiaux, hein, d'atteinte de plusieurs personnes de la famille en même temps ou de façon décalée, avec parfois le patient sort de son coma, sort de son hospitalisation et apprend le décès d'un proche. Pourquoi lui et pas moi? Ça peut être vécu, il y a des vraies tragédies collectives qui ont été décrites, avec en plus peut-être la culpabilité d'avoir contaminé ses proches. C'est lourd. Donc quand on essaie de chiffrer finalement cette atteinte, ce besoin de prise en charge, on dit qu'il y a à peu près un quart des patients, évidemment ceux qui auront vécu les choses les plus difficiles, qui vont avoir un stress post-traumatique. 70% auront un discours persécutif parce qu'ils ont des souvenirs qui sont bizarres. Et certains, au contraire, un trou noir. Et certains, ceux qui ont un trou noir, auraient aimé avoir des souvenirs, et ceux qui ont des souvenirs auraient aimé ne pas les avoir, finalement. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile, très variable en fonction des gens. Il y a des gens qui ont des capacités de résilience importantes, mais certains autres ont plus de difficultés. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont, par exemple, des gens qui ont se semblé très forts avant et pourront paraître très fragiles à l'heure actuelle. Donc la prise en charge, à l'hôpital, il faut savoir qu'elle a été très variable. Il y a des services qui avaient vraiment des psychologues présents, d'autres qui n'en avaient pas. Quoi. Tout a dû un peu s'inventer parfois. Hein. Donc c'est difficile, ça a pu être difficile à mettre en place. En ville, lorsque le patient reprend contact avec un soignant, avec vous, il faut, même si vous n'êtes pas psychologue, évaluer un peu, sonder un peu le retentissement psychologique de la maladie et les besoins du patient, qui aura tendance probablement à minimiser. Le patient, je pense, aura souvent l'attitude de se dire « j'ai trop déjà abusé les soignants hein. ». C'est ce qu'il sait, que les soignants ont été beaucoup mis à l'épreuve, et donc il n'aura pas forcément l'expression de ses besoins facile.
faut pas les laisser seuls, ces personnes, ni la famille, face à des troubles qu'elles peuvent minorer, donc c'est ce que je dis, hein, et s'appuyer sur des personnes dédiées. En tant que soignant, on se dit toujours, ouais, moi j'ai une part, je sais, je suis psychologue en moi-même, etc. Non, je pense que c'est important. On a nos soins à apporter à la personne, notre propre, que ce soit un soin infirmier, une consultation médicale, une prise en charge kiné, et parfois c'est bien de s'appuyer, et même c'est conseillé de s'appuyer sur une personne dédiée comme le psychologue. Ne pas hésiter à conseiller aussi, à orienter, donc aussi sur des plateformes d'écoute. Il y a beaucoup de plateformes d'écoute qui sont ouvertes, voire un suivi personnalisé avec un psychologue. Et même ça, il faut rester vigilant assez longtemps parce que ces besoins peuvent s'exprimer à distance. Plus on s'occupe tôt d'un stress post-traumatique, plus on arrivera à démêler les choses et à ce que la personne récupère assez facilement. Si on s'en occupe plus à distance, ça peut être plus difficile, mais évidemment nécessaire pour la récupération physique et psychologique. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, si on veut que la personne domine, que ce soit une histoire passée, cette histoire de Covid, il faut que tous les soignants soient vigilants, travaillent ensemble. Et c'est le but du réseau Récupère, notamment, de mettre en lien kinésithérapeutes, diététiciennes et psychologues. Donc, sachez qu'il y a eu la possibilité que, justement, se mette en place une demande de prise en charge par ces 3 intervenants. Ça a été communiqué au sein de toute la PHP, de certaines CPTS aussi parisiennes, notamment, et donc Espace Vie, bien évidemment. Mais sachez que vous pourrez voir arriver des patients du 91 qui ont été hospitalisés à la paix et leur faire bénéficier de cette prise en charge parce qu'il y a une prise en charge financière, notamment pour les psychologues et les diététiciennes qui d'habitude ne bénéficient pas les patients ne bénéficient pas de cette prise en charge et le réseau peut prendre en charge ce type de soins. Voilà, donc vous verrez les détails de cette demande et prise en charge de Récupère sur le site, la page d'accueil du site. Voilà, je vais passer la parole aux autres intervenants qui très important aussi. Voilà. Agnès, on va passer la parole à Tarek Hussein, qui est kiné et qui a pas mal vécu en réa d'ailleurs, avec pas mal de patients et qui prend en charge aussi Franville. J'espère que j'ai plus. À toi, Tarek, il faut que tu actives ton micro. Bonjour à tous. J'essaie de partager mon écran d'abord. Donc, je suis Tarek Hussein. Je suis kiné libéral, gérant de la CISA Les Allées. Je suis enseignant et je suis membre d'Espace Vie, Récupère et RKBE. Donc, aussi, j'ai fait, pendant cette période de confinement, j'ai fait quand même une intervention en réanimation au CHSF. Aujourd'hui, ma présentation va se faire en 2 volets, si vous voulez. Je vais vous présenter un retour d'expérience de réa et par la suite, au niveau de ville, comment ça se passe l'examen clinique pour les kinésithérapeutes notamment et quels sont les tests à mettre en place quand on prend en charge un patient en ville atteint de Covid. Donc d'abord, il faut savoir qu'on a 4 formes généralement de Covid, mais ce qui nous intéresse, notre cible, ce sera la forme sévère. Donc c'est des gens qui vont soit être hospitalisés, soit en SSR et qui vont se retrouver au bout de quelques temps, quelques semaines chez eux, donc pour une rééducation en ville, ou la forme la plus grave, donc c'est-à-dire c'est des patients qui étaient hospitalisés en réa. Il faut savoir que la durée moyenne d'hospitalisation, à peu près, entre 3 à 4 semaines avec toutes les complications liées à la réanimation. Donc, à savoir, en réanimation, il y a quand même des patients qui ont développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë, des formes graves. C'est des patients, si on veut parler du profil, qui étaient intubés, ventilés, sédatés, curarisés. Donc, c'est des patients qui ont développé plus une fente musculaire, comme a dit déjà Agnès, une sarcopénie importante, une neuromyopathie. Il faut savoir que la neuromyopathie acquise en réa était très marginale pour les patients en Covid. Tant mieux, il y a quand même un faible pourcentage. Si je parle du CHSF, il y a moins de 1%. Donc, des patients vraiment atteints de myoneuropathie acquise de réanimation.
Donc, c'est des gens par la suite qui vont développer des troubles de l'équilibre, de la marche, notamment une intolérance à l'effort, une perte de l'autonomie et une diminution de la qualité de vie. Et en passant à l'a déjà signalé Agnès, tout ce qui est troubles de nutrition et bien évidemment de troubles psychologiques et que j'ai vu en fait parce que j'ai suivi des patients de l'AREA en pneumo-SSR et j'ai vu et j'ai vécu vraiment ces patients qui ont des angoisses, des dépressions, de troubles psychologiques aussi après l'hospitalisation en REA. Deuxième profil, j'allais dire, de patients, c'est des patients qui se portent bien. C'est des patients soit qui ont la troisième forme, forme sévère, ou la forme après l'hospitalisation en REA et en SSR, qu'on va les retrouver tous en tant que kinés, que les infirmiers aussi, orthophonistes et diètes en ville. Donc, c'est des patients qui vont avoir beaucoup de fente musculaire, d'intolérance à l'effort, de déséquilibre et une diminution de la qualité de vie. Il faut savoir une chose, c'est que après la réanimation, la récupération de la neuromyopathie acquise était relativement rapide parce que c'est plutôt associé à l'utilisation de curares. Donc, il n'était pas associé à d'autres, c'est pas associé au Covid en soi. Et c'est un facteur quand même de pronostic qui est très, très important et ça nous permet d'aider beaucoup plus vite ces patients. Mais il persiste en fait une intolérance à l'exercice qui est très important avec les troubles respiratoires associés aussi après la sortie de SSR ou la sortie de REA. Il faut savoir que donc pour la prise en charge, notamment les kinés, je m'intéresse à la partie kinésithérapie en ville. On a essayé avec Récupère, avec RKBE et Espace Vie, d'établir un bilan, un examen clinique type d'un patient en ville pour aider les professionnels à faire le plus rapidement possible l'examen clinique et récupérer les données et suivre au mieux leurs patients et communiquer surtout avec le médecin traitant ces données et voir l'évolution de ces patients. Donc, je vais juste expliquer le plus important. Donc, bien évidemment, il y a toute la partie interrogatoire, le nom, mais là, j'ai tout. Mais le plus important et qu'il faut vraiment pour essayer d'avoir des données, essayer d'avoir un suivi régulier, c'est de dater vraiment les informations de séjour en REA, combien de temps, la taille, le poids, pour pouvoir calculer après un psy qu'on va transmettre aussi aux diètes, notamment la saturation au repos et à l'effort pour pouvoir aussi voir la tolérance de ce patient, noter la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque et notamment surtout aussi la fatigabilité. Il faut savoir c'est que, comme j'ai dit avant, la récupération, elle est trop importante et trop rapide, même après l'AREA et après le SSR, mais il reste cette intolérance à l'effort et surtout qui est caractérisée, d'après ce que j'ai vu aussi en pneumo, par une augmentation d'une tachycardie, augmentation de la fréquence cardiaque qui est importante, qui tachycarde très vite. Et notamment, ils n'ont pas de fatigabilité. L'essoufflement, selon l'échelle de Borg, n'était pas très important. Donc, probablement, cette augmentation de la fréquence cardiaque pourrait être liée à l'intolérance à l'exercice. Il ne faut pas avoir peur, donc il faut être vigilant, mais sans avoir peur. Il faut bien alerter s'il y a une augmentation trop importante de la fréquence cardiaque, signaler au médecin. Mais sinon, si ça reste dans le cadre de l'acceptable, il faut juste préconiser des pauses et voir comment ça se passe l'évolution. Je vous conseille d'utiliser l'échelle de Borg. Je pense que la plupart des kinés et d'autres aussi, peut-être d'autres professionnels de ville, vous le savez, l'échelle de Borg qui quantifie la dyspnée, l'essoufflement qui va de 0 à 10, sachant que 0, c'est rien du tout, et 10, c'est très, très fatigable. Donc, le fait de quantifier avec l'échelle de Borg va vous permettre aussi, avec la saturation, de faire vraiment, de voir le patient
s'il désature ou pas et s'il est vraiment tolérant ou pas à l'effort. Et ça va vous permettre de voir le suivi aussi de ces patients. Par rapport à la douleur, bien évidemment, quantifier la douleur et par rapport à la sensibilité, surtout chez les patients qui vont présenter des neuropathies, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de patients qui ont ce forme. Il y a la partie, on a essayé de mettre une partie d'évaluation musculaire un peu globale pour les différents groupes musculaires des membres sup et des membres inf, qui étaient adaptés de l'échelle de MRC. Juste pour votre information, le MRC, c'est Medical Research Council. C'est une échelle qui permet de quantifier la neuropathie en réa. J'ouvre la parenthèse, je ne sais pas si vous savez, la polyneuropathie, donc c'est une pathologie qui est une atteinte neurologique périphérique qui se caractérise par une faiblesse musculaire et qui prédomine au début au niveau des muscles proximaux et qui peut être bilatérale, qui peut aller de la faiblesse musculaire, simple faiblesse musculaire, jusqu'à la tétra, voire paraparésie. On a essayé, nous, au lieu d'utiliser le MRC qui n'est pas adapté aux patients en ville, on a essayé de mettre l'évaluation musculaire pour quantifier la force musculaire et suivre l'évolution des différents groupes musculaires des membres sup, membres inf. Et pour la partie fonctionnelle, et c'est la partie la plus importante parce qu'on va avoir des patients en ville qui vont avoir une perte de l'équilibre, une perte de capacité aussi respiratoire, mais aussi une perte de la marche. Donc, ça permet les simples tests d'équilibre unipodal, d'équilibre bipodal, vous permettent à vous de quantifier cet équilibre et de voir notamment par rapport à l'état de base du patient, qui est le plus important, parce qu'il faut savoir son état de base, et pour prédire, bien évidemment, l'évolution de ce patient. C'est-à-dire, est-ce que ces patients qui étaient complètement autonomes, complètement avec un bon équilibre, qu'est-ce qu'il est devenu? Et comme ça nous permet aussi de voir où on va et quel type d'évolution ou pronostic par rapport à notre prise en charge, à notre rééducation. Donc, bien évidemment, j'ai mis à la fin donc, le risque de chute, le TUG et tout ça. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez le temps, si vous avez les moyens. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et bien évidemment, après, ça va vous permettre de fixer les objectifs. Ça va nous permettre ensemble aussi, en tant que professionnels, de remonter les informations. Parce que maintenant, comme vous savez aussi via Interact, on peut soit transmettre ce bilan, ces bilans que vous pouvez le trouver sur le site de RKBE et que vous pouvez le télécharger et l'utiliser à disposition en ville. Donc, pour moi, le plus important, il faut être vigilant, plus, la saturation, la fréquence cardiaque et penser à utiliser vraiment l'échelle de bord. Donc, c'est vraiment pour suivre au mieux et proposer des activités physiques adaptées à votre patient tout en surveillant les paramètres et éviter toute décompensation. Merci Tarek. On va passer la parole à Lauriane de Crolière qui est diététicienne. Bonjour, donc je partage mon écran. Partager. Hop. Voilà. Donc, bonjour, Lauriane de Crolière, diététicienne nutritionniste en MSP sur Évry-Courcouronnes et en cabinet sur la commune de Tigerie et membre du réseau Récupère. Donc, je voulais voir avec vous la place de la diététique chez les patients post-Covid. Quand ils sortent d'hospitalisation, ils présentent tous une dénutrition modérée à sévère. Donc, j'ai repris ce qu'on a un peu vu. Ça se traduit quoi? Par de la fatigue, un déficit pondéral, donc une perte de masse maigre et une perte de masse grasse. Mais c'est surtout la sarcopénie qui est le point important sur lequel il va falloir s'occuper. Il présente aussi des troubles de l'appétit. Et tout ça va altérer, va freiner la réadaptation fonctionnelle par les kinés. Ça va être un frein important à la gestion du stress post-traumatique par les psychologues parce que le patient ne sera pas forcément disponible ou conscient ou même à même de faire une séance de psy.
Donc, finalement, ça ralentit fortement l'amélioration de l'état général. Alors, le patient peut être dénutri modéré et dans ces cas-là, le suivi en ville par un diététicien est tout à fait envisageable. Si le patient est dénutri sévère, en sortie d'hospitalisation, mais qu'il a repris du poids, le suivi par un diététicien en ville est possible. Après, s'il présente une dénutrition sévère parce qu'il y a un échec de prise en charge, un échec de la renutrition, c'est important de réfléchir de nouveau à une hospitalisation. Pas toujours facile à évoquer aux patients, mais c'est vrai que la dénutrition doit être traitée et on peut envisager une réhospitalisation quand ça ne marche pas en ville. Donc, en ville, avec le médecin référent, le diététicien va établir un protocole de rénutrition avec focus sur les protéines, hein, c'est vrai. J'insiste fortement, le premier pas, c'est l'enrichissement traditionnel. On parle d'abord d'enrichissement par des œufs, du jambon, des protéines de lait, des produits laitiers, du fromage. Voilà, tout ce qui va être naturel, parce que c'est ce qui va être le mieux assimilé, digéré et accepté aussi par le patient. Après, ça ne suffit pas quelquefois, et là, on parle de complémentation. Ce n'est pas une obligation, la complément, ça peut être une nécessité si le patient ne peut se suffire ne peut se contenter d'un enrichissement traditionnel. Donc, la complémentation, c'est les CNO HPHC. Après, c'est la bonne observance de prise de ces CNO où il faudra être vigilant. Il y a d'autres facteurs de risque chez ces patients, c'est des troubles de l'appétit, la gueusie, l'anosmie ou même l'anorexie généralement. Donc, réassurer les patients sur la gueusie et l'anosmie que c'est souvent temporaire et il va falloir stimuler quand même ces patients, ne pas leur faire sursaler les plats par exemple aussi, mais proposer des alternatives épices, etc. pour restimuler un petit peu tout ça. Devant la fatigue éprouvée, c'est parler de fractionnement. Pas de grignotage, on va vraiment fractionner, on ne va pas donner que du sucre, mais on va répartir les apports nutritionnels sur plusieurs repas sur la journée, en veillant à chaque fois à travailler également sur les textures pour éviter toute fatigue du patient. Certains patients peuvent présenter quand ils sortent de réa et qu'ils ont été intubés des troubles de la déglutition. Donc, généralement, ils passent en SRPR et le trouble de la déglutition a été vu par un orthophoniste. Quand ils arrivent en ville, il peut toujours y avoir présence de troubles. Donc, c'est une vigilance accrue pour éviter le risque de fausses routes. Et en tant que diététicien, c'est toujours travailler sur stimuler cette déglutition. Ça, c'est extrêmement important. Peut être une dysphagie fonctionnelle, mais c'est par l'alimentation, il faut stimuler et s'assurer aussi de la bonne texture et du bon épaississement des liquides si c'est une déglutition au liquide. Il y a également les antécédents spécifiques aux patients. Beaucoup de patients Covid sont des patients en obésité qui ont eu ou pas comme traitement de cette obésité de la chirurgie bariatrique. Donc, c'est déjà à la base des patients à risque de dénutrition, avec des carences vitaminiques notamment. Donc, en tant que diététicien, on va être vigilant à parler d'une reprise de poids. C'est compliqué pour un patient qu'on a toujours dit il faut que vous perdiez du poids. Là, on va lui dire il faut que vous repreniez du poids, mais du bon poids, c'est-à-dire de la masse musculaire. Sinon, on va aggraver la situation d'obésité en allant vers une obésité sarcopénique et finalement une aggravation de l'état de santé général du patient. Enfin, c'est des patients qui peuvent présenter du diabète, des maladies cardio, de l'hypertension, voilà, l'insuffisance rénale, cardiaque, etc. Il va falloir réévaluer la pertinence de ces régimes déjà existants parce que enrichir son alimentation par des produits gras, entre guillemets, du beurre, de la crème, face à un patient qui contrôle son cholestérol, ça peut être compliqué pour lui. Pareil, lui parler d'enrichissement sucré à un patient diabétique, ça peut être compliqué. Donc, c'est bien remettre en priorité la renutrition et peut-être revoir les exigences médicales sur certains régimes. Après, bien sûr, c'est au cas par cas. Il y a des patients peut-être en insuffisance rénale où c'est vraiment très, très spécifique et très, très vigilant.
De façon pragmatique, les consultations diététiques, idéalement, ce serait un suivi après un bilan, un suivi à J10, J20, J30. Le J10 est extrêmement important pour voir si finalement tout le protocole de renutrition se passe bien. Donc ça, c'est vraiment important. Avec l'examen essentiel, c'est le poids, le suivi du poids, évaluation des ingestales, l'observance des CNO, etc. En tant que professionnel de santé, soignant, aidant, toujours poser la question comment vous êtes dans vos vêtements, comment est-ce que vous vous sentez serré, est-ce que vous pensez avoir perdu du poids. Voilà, c'est des questions simples qu'on peut poser aux patients et voir l'évolution dans le temps. Donc, en libéral, les consultations diététiques ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, nous ne sommes pas conventionnés. Cependant, il y a des mutuelles qui prennent de plus en plus en charge les consultations diététiques. Ces consultations peuvent être faites en visio, en domicile ou en cabinet. Après, c'est vraiment au cas par cas. Et enfin, j'insiste sur les réseaux de santé comme le réseau Récupère qui permettra aux patients de bénéficier de consultations diététiques avec des professionnels formés. Voilà, je repasse la main, José. Tu n'as pas de micro, José. Hop. Excusez-moi. Donc, il nous reste très peu de temps. On va essayer de terminer avec les deux présentations, notamment du dispositif par Tony Rowe et Thomas Baucher qui va nous présenter en fait les mesures à prendre pour aller à domicile. Voilà, je vous laisse la parole. Tony, c'est à toi. C'est bon? Oui, vas-y. Ok. Pourquoi je ne me vois pas? Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Tony Rowe, je suis kinésithérapeute et président du réseau Kiné Bronchiolite Essonne. Donc moi, je vais vous présenter le parcours de RKBE Covid-91, comment il s'est mis en place. Donc dès la première semaine, nous nous sommes posé la question que devant cette crise sanitaire, comment pouvons-nous nous rendre utiles? Donc nous prenons des informations sur la prise en charge des Covid post-réa, donc surtout les conséquences qu'il y a sur le plan respiratoire, des adaptations à l'effort liées à la durée d'alitement en réanimation qui est d'environ 10 à 30 jours. Donc nous mettons en place des visioconférences avec nos partenaires, donc Récupère, Espace Vie, SOS Médecins, des médecins de ville. Donc avec Récupère et donc Agnès Belloc qui a parlé tout à l'heure, en tout cas, elle nous informe vraiment sur l'évolution du virus du Covid-19. Elle nous a donné des conseils sur nos futures interventions. Espace Vie a permis donc de prévoir donc l'utilisation de la plateforme Entracte pour le déclenchement et le suivi des patients, et donc la mise à disposition de matériel aussi pour intervenir au domicile des patients. Donc, certains médecins nous avaient demandé aussi éventuellement suppléer donc, les infirmières à domicile pour le suivi de saturation de patients Covid si besoin. Donc, une fois ces éléments, grâce à notre réseau, nous avons mis rapidement en place une vingtaine de kinés volontaires prêts à intervenir au domicile des patients, donc sur l'Essonne, donc tout ce qui était post-Covid, sortant de réanimation ou après un SSR. Donc, nous avons mis en place un tableau avec des professionnels, donc toujours mis à jour en fonction si on arrivait à recruter du monde. On a mis surtout en place un groupe WhatsApp pour échanger les informations entre nous. Et donc, nous avons créé donc 4 secteurs avec 4 référents pour mieux répartir la coordination. Donc, ça donnait à peu près ça. Donc, voilà un petit peu à peu près la disposition. Et donc, nous avons créé donc un protocole de soins, donc de rééducation et sur l'hygiène pour pouvoir intervenir. Donc, la fiche bilan qui était mise en place par Tarek Hussein et une fiche de suivi pour la transmission des informations. Des exercices de réhabilitation sont mis en place par vidéo pour donc par des adhérents du réseau sur un lien YouTube pour les patients qui sont autonomes et qui peuvent travailler seuls. Donc, tout ce que je vais énumérer, vous pouvez le retrouver sur notre site RKBE. Tout est à disposition pour les professionnels. Donc, une fois tout ça mis en place, pour éviter à ces patients d'avoir des difficultés à trouver un kiné, on a réalisé donc un travail de communication donc auprès des CPTS, les différents ordres, que ce soit les médecins, les kinés du 91, les réseaux comme Récupère, les centres hospitaliers
et donc l'URPS. On a donc prévenu l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie pour qu'ils puissent prévenir les professionnels de santé donc de l'Essonne de notre initiative. Donc, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il a fallu du matériel. Alors, ce matériel, au début, ça n'a pas été très, très simple parce que les pharmacies, les entrepôts étaient en rupture de stock. Et puis, même si on sait que la charge virale, quand on les a en ville, elle est quasiment nulle, on a vraiment pris toutes les précautions nécessaires. Donc, avec l'aide de chacun, on a réussi à récupérer des masques FFP2 chirurgicaux, donc auprès des mairies. Nous avons réussi aussi au niveau des entreprises en tout genre, que ce soit alimentaire, automobile, réussi à avoir des surblouses, des surchaussures, des charlottes. Des visières ont été aussi mis en place par des entreprises généreusement. Et sinon, des surblouses, on a réussi à avoir un groupe de couturières qui nous ont fait vraiment des surblouses en tissu. Et on a même réalisé, pour vous dire, des sacs en sac poubelle grâce avec des tutos pour avoir un maximum de matériel disponible. Et sinon, on a réussi à avoir du gel hydroalcoolique, des gants que nous avons achetés. Donc, comment ça s'est organisé? Ces premières demandes, donc, on a eu l'intervention des médecins ou de centres hospitaliers qui ont déclenché Entracte. Donc, ça a vraiment facilité les choses. Et puis, on a eu des réceptions aussi sur notre mail pour des demandes qui ont donc été transmises auprès des référents et qui ont fait le nécessaire pour déclencher Entracte pour avoir un suivi vraiment des patients. Donc, jusqu'ici, nous sommes après 3 semaines de travail à 25 prises en charge. Certaines, pour le meilleur des cas, ont pu être suivies en visio. Il y a eu un bilan vraiment avec le patient et puis un suivi en visio. Et sinon, certains, on est obligé de se déplacer régulièrement. Et donc, je tenais à souligner qu'on a vraiment une importance dans notre action. Pourquoi? Parce que les kinés sont les premiers. Enfin, il y a le médecin, mais avec les infirmières, on est les premiers à être sur place. Et donc, on a vraiment cette importance de guider les gens. Parce que, voilà, ça a été dit, ils ont vraiment une peur de contaminer. Ils ne revoient personne. Donc, on est là pour les rassurer et puis de les refaire travailler. Ça, c'est donc important. Et sinon, merci donc aux kinés de se faire connaître auprès de notre réseau. Nous, on est là pour jouer un rôle de relais. Et donc, si des kinés peuvent prendre en charge des Covid qui sont près de chez eux, nous, on est prêts donc à les aider, à les conseiller et donc à leur trouver du matériel. Voilà, je vous remercie. Je refais un petit mot ou j'enchaîne directement? Comment? Je pars directement. Je voulais juste savoir, il me reste combien de temps? 30 secondes, là, c'est ça? 30 secondes, exactement. Très bien. Alors, ça tombe bien parce que c'est quand même le sujet le plus long. Donc voilà, moi je me présente, je suis Thomas Baucher, je suis kiné libéral vingtaine d'années. Je fais à la fois du cabinet et aussi beaucoup de domicile. Mon intervention, elle porte sur le déplacement à domicile, donc pour tout soignant qui peut intervenir sur ces patients Covid. Ça peut créer un stress pour des soignants d'aller en ville par rapport à ces patients-là. Comme on l'a répété tout à l'heure par Agnès, par Tony, la charge virale est a priori nulle quand on les rencontre à ce moment-là. Néanmoins, on est parti du principe dans le réseau RKBE de se donner tous les moyens de protection pour éviter, de surcontaminer ces patients-là et même de se mettre en danger de contagion de virus. Donc, avec l'aide de José, on a essayé de préparer un petit tuto vidéo pour essayer de se rendre compte en fait des difficultés d'équipement en ville. Parce qu'on connaît tous ces protections, les charlottes, les surblouses, les surchaussures, le masque, FFP2, les lunettes ou les visières. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est quand on commence à s'équiper en ville, à l'arrière de sa voiture, dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales,
on se rend compte qu'en fait, que ce déplacement à domicile doit être préparé. Et il doit être préparé avec le plus de rigueur possible pour éviter de faire des erreurs et, comme je le disais tout à l'heure, de s'infecter, voire d'infecter, de ramener d'autres germes chez le patient. Donc je vais là, vous allez voir la vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site d'RKBE, mais en gros, je vais c'était pour avoir une image en fait et donner des idées en fait aux kinés pour pouvoir se rendre, enfin des kinés et des soignants pour se rendre à domicile. Donc la première des choses qu'il y a à faire avant de venir voir votre patient, c'est de l'appeler. C'est de l'appeler pour essayer d'envisager l'environnement, savoir si c'est un immeuble, savoir si c'est un pavillon, savoir s'il y a du monde à domicile. De le prévenir que vous allez arriver de manière hyper équipée, c'est pas qu'il ne doit pas le voir contre lui, mais c'est plus pour le protéger. En fait, quand on finit l'équipement, et vous le verrez sur la vidéo, on a vraiment l'impression de rentrer dans un univers très infectieux. Et on parlait du côté un peu psychologiquement atteint des patients en sortie de réa. Je pense que de leur en parler avant de venir, c'est pas inutile. Donc, pour revenir sur le côté pratique, donc là, vous voyez l'avant de la voiture que j'ai protégé avec protection de voiture que vous retrouvez quand vous emmenez votre voiture en révision. Je le fais maintenant parce qu'en fait, c'est quand je vais revenir et que je serai potentiellement pollué de ce que j'ai pu toucher que je vais protéger ma voiture. Ensuite, je vais mettre mon masque FFP2. Je vais, alors je l'explique dans la vidéo, hein, bien sûr, je me lave les mains avant de mettre mon masque. Alors, je prends le temps de bien expliquer le lavage de mains. On se rend compte que sur un domicile, alors je n'ai pas compté, mais je dois me laver les mains peut-être 15 fois pour un même domicile. Mais c'est un peu la réalité que vous devez appliquer. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de toucher tout et n'importe quoi. Et quand je parlais de la préparation, moi qui ai l'habitude de faire beaucoup de domiciles, et ben faire un domicile dans des conditions comme ça, c'est bouleversant. Donc il faut s'habituer, il faut encore une fois être un peu rigoureux par rapport à cette préparation. Là, je mets mon masque. Ensuite, je vais aller à l'arrière de mon coffre. Je vais avancer la vidéo pour que je puisse après mettre le reste de l'équipement sur blouse. Là, je suis en train de réaliser mon fit check. Là, je viens de toucher l'arrière de mon coffre, donc je me relave les mains. Et ensuite, je vais pouvoir mettre le reste de l'équipement. Alors, comme vous verrez, Tony a parlé des surblouses en sac poubelle. Ça, c'était le début de nos interventions. Donc, voilà quel était notre matériel. Je n'avais même pas de charlotte, j'étais obligé de me mettre à la place d'une charlotte, une surchaussure. Mais en même temps, on y arrive. L'important, c'était d'être équipé. Voilà, la visière qu'on a récupérée chez différents fournisseurs. On arrête la vidéo 2 secondes, José. Alors, une fois que vous êtes équipé à la sortie de la voiture, il ne faut pas oublier non plus de prendre tout votre petit matériel, donc votre PLA, votre stéthoscope, l'oxymètre, un stylo pour remplir votre bilan. Je pense aussi aux lingettes désinfectantes, parce qu'en fait, tout ce petit matériel, vous allez pouvoir l'avoir dans un sac dédié, une sacoche, mais il va bien falloir la poser au domicile du patient et d'avoir des lingettes désinfectantes pour pouvoir poser ce matériel sur un coin de table, mais peut être utile. Je vous conseille également d'avoir un gel hydroalcoolique toujours à portée de main, donc dans une poche de votre blouse. Vous voyez que j'ai une blouse en tissu sous ma surblouse. C'est important déjà pour protéger ses propres vêtements et mettre des barrières supplémentaires à cette potentielle contagion que vous pouvez recevoir. N'oubliez pas non plus d'avoir un sac de déchets, que vous verrez à la sortie de domicile. Je peux avancer un peu, José, donc là je vais mettre mes surchaussures. Je vais rentrer chez la patiente. Donc là je vais finir de me relaver les mains pour m'en mettre les gants. Donc là, c'était une démonstration, donc j'ai gardé je crois le sac sous le bras, donc je le teste, c'était pas très pratique. Et c'est pour ça que les histoires de lingettes désinfectantes pour pouvoir poser votre matériel. Parce qu'un bilan, le bilan que vous a montré Tarek tout à l'heure, ça prend un peu de temps. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on pose un peu nos affaires. Voilà, donc les gants pour pouvoir faire tout le côté administratif.
Et ensuite, quand on ressort, vous n'avez plus qu'à retirer votre matériel à usage unique, sur chaussures, les gants, votre surblouse que vous pouvez mettre dans un sac qui ira directement aux déchets. N'oubliez pas de fermer ce sac, de le fermer pour éviter que le contenu se déverse dans les poubelles, notamment pour les éboueurs qui viennent le ramasser. Donc ensuite, voilà, vous voyez, je me lave encore les mains. Voilà. Le lavage de main, c'est vraiment quelque chose, ça doit être un réflexe permanent. Je rentre dans ma voiture, donc là, je vais avoir donc, mes protections, donc je vais pouvoir rentrer chez moi. J'en profite pour vous rappeler qu'une fois rentré chez vous, si vous avez la possibilité de vous créer une sorte de sas, un garage, une entrée, pour pouvoir retirer vos chaussures à l'extérieur de votre domicile, vous déshabiller complètement pour mettre vos affaires la machine à laver, 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Et allez vous laver, vous, avant d'aller voir votre famille. Je vais finir par là. Quand j'ai continué, moi, quand j'ai commencé mes domiciles pour prendre en charge des Covid, mon sentiment était de culpabiliser par rapport à mon retour à domicile. Donc encore une fois, ces protections, elles sont importantes. Cette préparation, elle est importante pour mettre toutes les chances de notre côté pour éviter, encore une fois, de surinfecter nos patients et de nous infecter nous pour pouvoir continuer le travail en collaboration avec nos psychologues, les nutritionnistes et les autres professionnels de santé qui vont intervenir à domicile. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci Thomas. Est-ce que Christophe Salin peut intervenir? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je ne suis pas un professionnel de santé. Hein, je suis un patient. Donc, j'ai attrapé le Covid. Les premiers symptômes sont arrivés le 16 mars. J'ai été hospitalisé le 23 donc à l'hôpital de Corbeil. Pendant une semaine, mon besoin d'oxygène n'a cessé d'augmenter. Et quand je suis arrivé à 15 litres par minute, on m'a envoyé en réa. En réa, on m'a dit qu'on allait donc m'intuber et me mettre en coma artificiel. Et on est revenu sur cette décision en passant sur un test d'optiflow et décubitus ventral sur lequel j'ai très bien réagi et ce qui m'a évité l'intubation. Donc, je suis resté une journée en soins intensifs réa. Après, j'ai passé 5 jours en réa, mais en soins continus. Et une fois que j'étais redescendu en dessous des 5 litres, je suis retourné en hospitalisation, enfin dans mon service initial, en hospitalisation classique. Donc, je suis resté 22 jours, 22 jours à l'hôpital. Et je suis sorti à domicile sans assistance. Au bout de quasiment 2 semaines, 10 jours plus exactement, je n'avais pas réellement de progrès. Ma saturation restait entre 92 et 94 au repos, sans évolution. Et là, donc, mon médecin m'a réenvoyé à l'hôpital pour faire des tests et je suis parti sur de l'oxygénation à domicile, simplement pour aider je dirais mon confort de vie, c'est-à-dire 0,5 litres par minute au repos et 1 litre en activité. Parallèlement à ça, mon médecin m'a inscrit donc sur la plateforme pour avoir de la kinésithérapie à domicile. Donc ça a commencé il y a 10 jours maintenant. Et donc ça a commencé par une séance à domicile. Au préalable, il y avait eu tout un appel pour avoir tout mon background et savoir tout ce qui s'était passé avant et avoir tous les éléments. Et à domicile, on a commencé à faire quelques exercices. Et depuis, je suis
je suis cela, mais en téléconsultation. Et en l'espace de ces 10 jours, il y a eu vraiment de très très nets progrès pour moi, puisque aujourd'hui je suis sans oxygène, je dirais plus de la moitié du temps. Au départ, c'était très compliqué, hein. Même sous oxygène, le fait de monter un étage, je désaturais à 82 à peu près, et je montais à 150 pulsations minutes. Le fait pour monter un étage. Et aujourd'hui, je peux monter l'étage en y allant tranquillement, sans oxygène, et je vais simplement désaturer à 88, entre 88 et 90, et au niveau pulsation, je vais être aux alentours de 110. Donc, je dirais un net progrès, et je le sens aussi dans ma vie de tous les jours, y compris à la parole, même si là, je peux être un petit peu éventuellement essoufflé, mais ça n'a rien à voir par rapport à il y a une dizaine de jours. Donc, pour moi, ça a été vraiment une réelle plus-value. Je dirais aussi que, comme tous les patients étant passés par l'hôpital pendant de nombreux jours, on est aussi conscient des gestes de sécurité, des gestes barrières et de la protection qu'on doit avoir, puisque c'est quelque chose qu'on a vécu à l'hôpital, hein, puisque on parlait tout à l'heure du sentiment d'isolement qu'on peut avoir à l'hôpital. Faut savoir qu'on est en gros 23 heures sur 24 en isolement, complètement seul dans sa chambre, et si on additionne tous les passages du corps médical, ça fait pas une heure dans la journée. Donc on a ce sentiment d'isolement, mais on comprend aussi la nécessité de se protéger les uns des autres, et tout ce qui est protection de la personne au niveau des soignants, au niveau des masques, on est habitué à ça. Donc quand les kinés viennent à domicile, on n'est pas surpris par la combinaison de cosmonautes qu'il peut y avoir, puisqu'on c'est quelque chose qu'on a vécu pendant plusieurs semaines et qu'on comprend aisément. Voilà, donc je voulais faire quelque chose de court parce que j'ai compris qu'on avait un timing assez serré. Mais je peux répondre à toutes les questions. On a pris le temps d'écouter tout le monde. Parce que là, bon, je notais quelques questions, mais auxquelles déjà certains ont répondu par rapport au nombre de prises en charge éventuellement qu'on pouvait avoir sur l'Essonne. Est-ce qu'il y a, je pense, peut-être des questions par la suite qui peut-être pourront être posées, auxquelles peut-être on pourra répondre à l'issue de ce webinaire. Je crois qu'on va être obligé, dans la mesure où on a débordé de pratiquement 20 minutes, en fait, le temps qui nous était imparti, de terminer un peu le webinaire, de remercier tout le monde de la participation naturelle, je dirais, de chacun à ce webinaire, et puis voilà, de souhaiter que ça puisse continuer, en tout cas sous cette forme-là, de manière conviviale et confraternelle. Voilà. Est-ce que je peux redonner la parole peut-être à Charlotte si, Oui. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants pour toutes ces informations. Donc, effectivement, tout est enregistré et sera disponible sur le site internet. Je vous ai mis le lien dans les commentaires, mais je pourrais vous le rediffuser, il n'y a pas de souci. D'ici ce soir, je pense que la vidéo sera disponible, donc vous pourrez la revoir si vous le souhaitez, ou la transférer à des collègues à vous s'ils le souhaitent. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent mardi prochain, donc mardi 19 à 13h. Le thème abordé sera la prise en charge pluripro des patients suspects Covid en ville. Voilà, pour pouvoir échanger un petit peu sur les astuces, les moyens à mettre en œuvre pour gérer tout ça. Il y aura le docteur Didier Levaguerès, médecin généraliste à Boussy-Saint-Antoine, Florence Libert, infirmière libérale à Corbeil-Essonnes, et un invité mystère qui sera un pharmacien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci encore. Et